Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des marchés boursiers, des taux d'intérêt qui fluctuent au gré des évolutions géopolitiques, notamment sur l'Ukraine. C'est vrai qu'on a cru au moment que la Russie allait attaquer l'Ukraine. Donc là, les marchés boursiers se sont effondrés. Il y avait une sorte de surenchère. Finalement, les troupes russes se retirent de la frontière. On se dit ça y est, c'est fini. Les marchés rebondissent, mais pas très fortement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque encore plus important que l'Ukraine, c'est évidemment l'inflation. Et oui, l'inflation qui continue d'augmenter partout dans le monde, notamment aux États-Unis, et surtout le fait que ça va imposer aux banques centrales d'augmenter leurs taux d'intérêt, et donc les taux d'intérêt des obligations d'État vont eux aussi augmenter. Et c'est là que le piège se referme, parce que 2022, évidemment, va être l'année où nous allons devoir payer les erreurs du passé, les excès, notamment des dettes publiques, parce que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter de plus en plus fortement, et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors bon, ne nous inquiétons pas, ne paniquons pas, les crises sont toujours des phases d'opportunité. L'important, c'est de ne pas faire de déni de réalité en disant « mais non, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est formidable ». Globalement, on a vu même pendant l'Ukraine, on se disait finalement, c'est pas si mal que ça, puisque ça va permettre aux banques centrales de ne pas augmenter leur taux d'intérêt, de maintenir la planche à billets. C'est assez incroyable ce monde où finalement, on ne veut pas revenir vers un monde normal. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se produire en 2022 et donc on va repartir sur des bases plus saines. Alors on va voir tout ça dans le détail avec l'évolution des marchés boursiers. Là, alors, vous savez que c'est extrêmement volatile. Là, on a la courbe bleue, c'est le Standard & Poor's 500, donc la bourse américaine. La courbe rouge, c'est le CAC 40. Alors ça baisse, ça remonte effectivement. On voit que depuis le 5 janvier, on a quand même moins 5,4% sur le CAC 40, moins 6,8% sur le Standard & Poor's. Si on fait un petit focus sur le CAC 40, on voit cette volatilité extrême. Regardez, donc là, c'est le CAC 40 depuis juin 2021. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr. On a même dépassé largement les 7000 points, 7376 points sur le CAC 40 le 5 janvier. Et puis depuis, ça baisse. Alors il y a des phases évidemment de rebond. Alors bien sûr, on met un peu tout sur le dos de l'Ukraine. Mais encore une fois, il y a plus grave, comme je l'évoquais, c'est bien sûr les dangers sur l'inflation. Donc là, on voit que ça a très fortement baissé lorsqu'on pensait qu'on allait avoir une crise durable sur l'Ukraine. Finalement, ça remonte. Mais là, au moment où nous parlons, donc on est 16 février, eh bien, ça rebaisse un petit peu sur le CAC 40, donc on voit que c'est pas l'euphorie, même si globalement on devrait éviter, au moins du moins on l'espère, l'escalade militaire entre l'Ukraine et la Russie et puis le monde entier. Globalement, ça ne suffit pas pour apaiser les craintes des marchés qui sont liées notamment bien sûr à l'inflation et au taux d'intérêt. Alors si on regarde ce qu'on appelle, vous savez, l'indice VIX qui mesure la volatilité, là on a la volatilité du Standard & Poor's 500, bon oui c'est vraiment par définition très volatile, donc là on voit les pics de volatilité, ça c'est sur le Standard & Poor's 500, donc c'était bien sûr lors de la faillite de Lehman Brothers, après donc en fin 2008. Ensuite, on a eu ici, comme on le voit, le début de la pandémie. Après, la volatilité s'est effondrée. Là, elle remonte. Bon, elle est autour des 30. Donc, bon, c'est pas dramatique, mais tout de même, c'est une volatilité élevée. Donc, il va falloir s'habituer à naviguer en eau trouble. Ça sera être les montagnes russes, sans mauvais jeu de mots pour nos amis russes, sachant qu'effectivement, on a cette dynamique aujourd'hui, donc de très forte volatilité, avec donc des phases de hausse très fortes, des phases de baisse également très massives, mais la tendance restera baissière, comme d'ailleurs on peut le voir sur le Nasdaq. Vous savez, le Nasdaq, la bourse des valeurs de croissance, on est quand même sur une baisse de 12% depuis le 19 novembre. Alors bien sûr, quand on regarde depuis 2016, on est toujours en hausse, bien entendu, mais là, on voit qu'on a quand même, malgré les bonnes nouvelles sur l'Ukraine ou ailleurs, on a quand même une baisse qui est durable parce que justement, on est en train de sortir de la pandémie. Ce qui est bien sûr une bonne nouvelle, mais beaucoup de valeurs qui ont été tirées par la pandémie, aujourd'hui, sont en train de souffrir. Et parmi les entreprises qui souffrent le plus, il y a notamment Meta, vous savez, l'ex-Facebook. Donc là, on voit cette évolution juste, bien sûr, sur très longue période, ça monte toujours. Mais de janvier à septembre 2021, on avait fait 56% quasiment d'augmentation. Et ensuite, là, on est, depuis donc, septembre 2021, 42% de baisse. Vous voyez, même hier, il y a une petite hausse simplement liée à l'apaisement sur l'Ukraine. Mais la tendance baissière est bien là. C'est-à-dire que le business model de pas mal de GAFAM est en train de s'effondrer. Alors, il y a encore pire, bien sûr, puisqu'on a, par exemple, ici l'évolution de Netflix. Alors c'est vrai que ça s'est effondré en quelques jours, en quelques semaines, et ça ne redémarre pas. Alors il y a des tentations pour remonter, mais comme fort heureusement, on ne va pas finir notre vie à regarder la Netflix ou la télé, tout court, on va pouvoir sortir normalement, assez rapidement, espérons-le. On est toujours sur une baisse de 41%, donc depuis novembre 2021, c'est à peu près la même baisse que finalement Facebook, Meta, mais néanmoins, on voit que là, c'est en train de s'accélérer, ça devient dangereux, et il n'y a pas de force de rappel. C'est ça qui est
important. Même quand il y a des bonnes nouvelles, il n'y a pas de force de rappel. Pourquoi tout ça? Parce que bien, on retrouve un monde normal, entre guillemets, où on paye les excès du passé. Les excès, évidemment, c'est qu'on a généré une gabegie de dépenses publiques, les planches à billets qui ont alimenté effectivement des bulles boursières, des bulles obligataires, et puis qui aujourd'hui également alimentent l'inflation qui est toujours très forte. Regardez aux États-Unis, c'est vrai que c'est là aussi, c'est même une surprise, puisqu'au mois de janvier, ça c'est l'inflation américaine qui a continué d'augmenter à 7,5%. Vous voyez, un plus haut depuis février 1982. Et si vous regardez hors énergie et produits alimentaires, parce que souvent on dit non mais l'inflation c'est que l'énergie, c'est pas grave, pas du tout. Là aussi ça a continué d'augmenter, 6% d'inflation, un plus haut depuis août 1982. Donc vous voyez que c'est bien une inflation qu'on n'a quasiment jamais connue, ces 40 dernières années, et ceci évidemment est particulièrement dangereux, puisque ça montre que les banques centrales n'ont pas forcément les moyens de réagir par rapport à ça. C'est un monde nouveau, entre guillemets, qu'on a connu dans les années 80, on ne va pas y revenir bien sûr, mais néanmoins c'est vrai que toute cette génération, depuis 20-30 ans, on n'a pas connu une forte inflation, on n'a pas connu des taux d'intérêt élevés, ça a même plutôt été sur une tendance baissière. Alors le drame c'est que cette inflation elle est généralisée, ce n'est pas qu'aux États-Unis. Alors je vous ai fait un petit tableau ici récapitulatif, alors regardez dans le détail, c'est à tête reposée bien sûr. Alors bien sûr on n'est pas comme l'Argentine à 50,9% d'inflation, certes ça ne va pas arriver, mais tout de même. Après on a la Turquie 48,7%, alors c'est vrai que là-bas on a limogé le statisticien en chef justement pour pas qu'on ait une trop mauvaise statistique d'inflation, mais bon elle est quand même là. Ensuite on arrive évidemment donc au Brésil, en Russie, États-Unis, donc on vient de le voir 7,5%. Bien sûr, l'Espagne également, 6,6% d'inflation. Et regardez, la moyenne de l'OCDE, donc des pays développés entre guillemets, 6,6% d'inflation. Si on regarde la zone euro, on est à 5,1%. Ça paraît pas énorme, mais c'est quand même un plus haut depuis 91, depuis qu'on a des statistiques d'inflation sur la zone euro. Donc c'est quand même un sommet historique. L'Allemagne, pareil, c'est un petit peu baissé donc, au mois de janvier, 4,9%, mais ça va remonter en février. Alors bien sûr, si on regarde la France, 2,9%, mais attention, là aussi ça va augmenter. Pourquoi ça va augmenter? Parce que les indicateurs avancés de l'inflation sont à la hausse, et notamment les prix à la production. Donc là, on voit le chiffre américain qui vient de sortir, donc sur le mois de janvier, des prix à la production du mois de janvier aux États-Unis. Alors ça s'est stabilisé, c'est vrai que le marché anticipait une baisse du glissement annuel via un effet de base, puisque normalement on pensait qu'en janvier 2022, ça allait moins augmenter qu'en 2021. En fait, non, pas du tout. Vous voyez, l'inflation s'est stabilisée quasiment au même niveau. Alors elle a été révisée à la hausse en décembre à 9,8, on est à 9,7%. Ça reste des plus hauts depuis le sommet de 2008, et après il faut remonter à 1981. Donc comme vous le voyez, la courbe rouge, c'est les prix à la production aux États-Unis, la courbe bleue, c'est l'inflation, donc l'inflation va continuer d'augmenter aux États-Unis. Également, si on regarde hors énergie et produits alimentaires, vous voyez là c'est un plus haut aux États-Unis, même s'il y a une petite baisse donc depuis juin 1981 sur les prix à la production, donc les prix à la consommation, hors énergie et produits alimentaires, vous voyez là aussi, ça va continuer d'augmenter. Si on regarde maintenant en Europe l'évolution des prix à la production, donc encore une fois, indicateur avancé de l'inflation, donc là, au mois de décembre, on n'a pas encore le chiffre du mois de janvier. Bon, on voit les chiffres, c'est évidemment des sommets historiques, 35,9% en Espagne, la zone euro 26,2%, 24,2% en Allemagne, vous voyez en France 16,9%. Donc on comprend bien que pour l'instant, la hausse des prix à la production n'a pas été répercutée complètement sur les prix de vente, sur les prix à la consommation, donc, mais ça ne saurait tarder. Alors il n'y aura pas, je ne pense pas, des prix évidemment à la consommation aussi élevés, mais néanmoins, ça se traduira par une augmentation de l'inflation qui va se poursuivre. D'ailleurs, même l'INSEE a révisé à la hausse, parce qu'elle parle même d'une inflation à 3,5% d'ici l'été prochain. J'ai envie de dire, enfin, c'est pas trop tôt d'arrêter ce déni de réalité, même si la Banque centrale européenne n'a pas encore complètement franchi le pas, mais néanmoins, on se rend compte, évidemment, que cette inflation était là. Nous-mêmes, ici, on l'a annoncé il y a déjà plus d'un an, on nous riait au nez à l'époque, nous sommes aujourd'hui. Le drame, c'est qu'on n'est pas des devins, on n'a pas une boule de cristal. On pouvait voir cette inflation arriver, mais malheureusement, les autorités politiques, les autorités gouvernementales, les autorités monétaires ont refusé de voir la réalité. On fait du déni de réalité jusqu'à encore dernièrement. Et voilà, sauf que maintenant on paye les erreurs passées. Sachant que si maintenant on regarde les indicateurs avancés des prix à la production, donc l'indicateur qu'on appelle CRB de toutes les matières premières, je vous le montre régulièrement, mais regardez, ça n'arrête pas de monter. Là on a les derniers chiffres du 15 février, vous voyez, 145% de hausse depuis avril 2020, des plus hauts donc depuis 2014, ça commence à devenir inquiétant. Et donc ceci aussi va se traduire par une augmentation de l'inflation. Alors vous allez me dire, oui mais c'est vrai que j'ai souvent cette remarque, on me dit mais l'inflation finalement ça n'a jamais tué personne. C'est vrai que
que, comme je dis souvent, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la moins bonne inflation. La bonne inflation, c'est celle qui est liée évidemment à une dynamique de demande intérieure forte, donc le chômage baisse, les salaires augmentent, donc ce qui permet d'intégrer, d'absorber le choc inflationniste. Le problème, c'est que là, il y a également la mauvaise inflation, c'est celle-ci qu'on est en train de subir, une inflation qui est liée aux facteurs exogènes à l'international, mais également le fait qu'on a injecté trop de liquidités, ce qui génère aujourd'hui malheureusement une inflation qui dérape et on n'arrive pas à la contrôler. Ça va prendre du temps, l'offre va prendre du temps à s'ajuster à la demande, hein, et donc l'inflation va continuer d'augmenter. Et encore une fois, cette mauvaise inflation, c'est-à-dire que les salaires aujourd'hui, par exemple en France, n'augmentent pas évidemment à l'aune des prix, et c'est un peu vrai partout, sauf peut-être un petit peu aux États-Unis, ça commence à augmenter, mais là aussi, si les salaires augmentent trop, après on rentre dans une boucle prix-salaire, c'est-à-dire si les salaires augmentent, les prix augmentent, et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué de s'en sortir, ce qu'on a connu dans les années 80, et ça a mis des années, évidemment, avant de se résorber. Mais le vrai problème, c'est que cette inflation, justement, donc, qui n'est pas vraiment bonne, a plusieurs impacts. Au moins 4 impacts sur notre quotidien, entre guillemets. D'ailleurs, d'abord, ça casse le pouvoir d'achat des ménages. N'oubliez pas que le pouvoir d'achat, ça ne se décrète pas. Le pouvoir d'achat, en fait, c'est l'évolution de nos revenus auquel on va enlever effectivement l'inflation. Donc si l'inflation est supérieure à l'augmentation de nos revenus, on a une baisse de notre pouvoir d'achat. C'est mécanique, bien entendu. Parallèlement, ça casse bien sûr la croissance, parce qu'il y a moins de pouvoir d'achat, il y a moins de consommation, donc la croissance a tendance à baisser. Et évidemment, pour l'instant, on l'a vu, les entreprises n'osent pas trop complètement répercuter la hausse des coûts de production sur les prix de vente. Donc si l'inflation là aussi augmente trop, on peut se dire, bon, elles vont pouvoir répercuter, mais pas forcément, donc ça veut dire qu'elles vont peut-être un petit peu rogner leur marge, donc ce qui est un petit peu dangereux également pour la bonne marge des entreprises. Et puis n'oublions pas qu'il y a également énormément de pénuries de matières premières, de main-d'œuvre, donc ça bloque également l'investissement, la production, et donc l'emploi également, qui est très bon aujourd'hui, mais qui pourrait baisser dans les prochains mois. Et dernier point, évidemment, peut-être le plus important, l'augmentation de l'inflation génère une augmentation des taux d'intérêt. Alors, bientôt des banques centrales, mais d'ores et déjà, des taux d'intérêt des obligations d'État, taux d'intérêt de nos crédits, justement, qui ne cessent d'augmenter. Et ça, évidemment, si les taux d'intérêt augmentent, ça va casser également les marchés boursiers, ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc voilà cette dynamique, voilà pourquoi l'inflation est dangereuse. Alors justement, et ça c'est vraiment la nouveauté de ces derniers jours, c'est que les taux d'intérêt des obligations d'État ne cessent d'augmenter et dangereusement. Regardez le cas américain, ça y est, on vient de dépasser les 2% de taux d'intérêt à 10 ans, donc des obligations de l'État américain, du jamais vu depuis juillet 2019. Et sachant que, vous voyez, ça c'est les taux d'intérêt de la Réserve fédérale, elle n'a pas encore augmenté, donc évidemment, elle a pris du temps. Parce que justement, les marchés s'inquiètent du fait que la Banque centrale n'a pas réagi. Quand plus elle réagira tard, plus elle va réagir dans l'urgence, plus ça va faire mal. Donc les taux d'intérêt sont bien entendu en train d'augmenter. Alors il y a pire que le cas américain, il y a le cas grec. Et oui, là aussi, c'est vrai que les taux grecs étaient extrêmement bons, on est tombé mal, vous voyez, 0,5%. Et là, c'est les derniers chiffres, hein, on est à quasiment, donc on a dépassé les 2,7% de taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique grecque. Et oui, hein, alors on n'est pas sur les sommets historiques, bien sûr, des différentes crises grecques, mais néanmoins, on revient dans une crise de la dette publique. Le taux d'intérêt italien, c'est la courbe bleue ici, on est également à 2%. Donc vous voyez que la fête est finie. Ça y est, maintenant, même si la Banque centrale européenne, elle continue de faire sa planche à billets, malgré cela, bien, ça ne joue plus. On ne peut plus tromper effectivement les investisseurs, et donc les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Je vous rappelle que ça veut dire que les taux d'intérêt de crédit sont en train d'augmenter. Alors, on va se dire, oui, mais bon, ça c'est l'Italie, c'est la Grèce, nous on est tranquille en France. Ben, pas du tout. Nous aussi, ça augmente de plus en plus. C'est le taux d'intérêt à 10 ans de la France et de l'Allemagne. Donc en bleu, c'est l'Allemagne. Rappelez-vous qu'on était en négatif il y a encore quelques semaines. On était, vous voyez, à moins 0,4%, mais moins 0,5%. Et là, ça y est, on est à 0,32% au moment où nous parlons. Taux d'intérêt à 10 ans de la France, 0,8%. Donc c'est un plus haut pour l'Allemagne depuis décembre 2018. Et pour la France, un plus haut depuis novembre 2018. Et oui, tout le problème est là, c'est que maintenant, encore une fois, on va payer les excès, nos erreurs passées. Et c'est là qu'on va voir effectivement toutes ces erreurs, ces fameux déficits, cette fameuse dette qu'on a accumulée. Alors je vous fais 2 petits graphiques assez inquiétants. Alors, âme sensible, préparez-vous, hein, parce que c'est des graphiques un peu durs à supporter. Donc voilà, là je vous ai mis simplement ce qu'on appelle les twin déficits, ça veut dire les déficits jumeaux. Donc c'est les déficits publics auxquels on va ajouter les déficits commerciaux. Donc déficit public, c'est la courbe rouge, on est à quasiment 220 milliards d'euros, et que ça se maintient en 2021 comme en 2020, malgré la croissance. Ça c'est le déficit commerciaux, on est à quasiment 85 milliards d'euros. Donc au total, vous voyez qu'on est sur quand on fait la somme des deux, 300 milliards d'euros de déficit jumeaux, déficit public et déficit extérieur. Si maintenant on regarde la somme de tous ces déficits, mais depuis 2004. Alors là, attention, ça fait mal. Vous voyez, on est sur un total de
2633 milliards d'euros si on ajoute les déficits commerciaux et les déficits publics. C'est évidemment dramatique, sachant que notre dette publique, je rappelle que la dette publique c'est le cumul justement des déficits publics, on est à plus de 2830 milliards d'euros, bientôt 3000 milliards d'euros, et donc c'est ça qui aujourd'hui est dangereux, ça veut dire que la hausse des taux d'intérêt va bien entendu continuer. Je vous rappelle que la France, ça c'est la dette publique par rapport au PIB, au troisième trimestre, on n'a pas encore les chiffres du quatrième, mais de toute l'Union européenne, vous voyez que la France, elle est là, elle est dans le top 5. On a les Grecs devant nous, les Italiens, les Portugais, les Espagnols et les Français. On talonne d'ailleurs les Espagnols, bientôt on va les dépasser certainement, mais néanmoins on se rend bien compte qu'on a une situation aujourd'hui où cette dette publique est en train d'exploser alors que beaucoup de pays ont fait des efforts. Donc eux, ils payeront moins effectivement la facture que nous, tous ces pays-là qui justement avons exploser nos dettes publiques. Donc tout ça va évidemment se payer, et je remonte ce graphique, vous voyez ce qui était anormal, c'était la situation d'avant où plus la dette publique augmentait, plus les taux d'intérêt baissaient. Maintenant c'est fini, ça y est. La dette publique augmente bien sûr, mais les taux d'intérêt également augmentent, et ça va évidemment continuer. On pourrait atteindre des taux d'intérêt à 1,5 voire 2% sur les taux d'intérêt de la dette publique française. Alors si on me dit ça me paraît fou, rappelez-vous il y a quelques mois je disais que ça allait monter, là aussi ça paraissait fou, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui, malgré que la BCE, encore une fois, continue d'acheter la dette publique en ce moment. Elle va arrêter en partie seulement au mois de mars, mais ensuite elle va même augmenter les taux d'intérêt d'ici certainement le mois de juin de 2022. Donc tout ça pour dire que, attention, aujourd'hui, ça y est, on retrouve un monde entre guillemets plus normal, et donc on va devoir payer les excès passés. Donc bien sûr, les marchés boursiers vont rester très chahutés, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Donc de grands enseignements, pour ceux qui veulent faire des crédits, faites-les maintenant parce que les taux d'intérêt de vos crédits vont encore augmenter, donc ça sera dommage. Et pour effectivement les épargnants, alors soit on ne regarde plus trop ce qui se passe et on attend que la tempête se termine, ça veut dire pour 2022-2023, fin 2022, début 2023, et là on pourra repartir sur des bases plus saines, ou alors on aime les montagnes russes et on fait les allers-retours réguliers en fonction des fluctuations des marchés boursiers. Donc voilà un petit peu les solutions que nous avons aujourd'hui. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Alors bien sûr, dernier point, c'est une question que vous me posez souvent, qu'est-ce qui va se passer avec les élections présidentielles françaises? Pour l'instant, je suis désolé de le dire, mais je suis en train d'éplucher les programmes économiques de tous les candidats. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que finalement, pour tout le monde aujourd'hui, tous les candidats, on ne sait pas si Macron va se déclarer, mais pour l'instant, on continue la gabegie de dépenses publiques. On continue d'augmenter les dépenses publiques. On me dit oui, mais on va réduire certaines dépenses. Non, globalement, tous les candidats disent on va augmenter les dépenses, et surtout on va augmenter les déficits, donc on va augmenter la dette, et c'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui, parce que si déjà aujourd'hui, en augmentant cette dette publique, entre guillemets à cause du Covid, les taux d'intérêt commencent à augmenter, si demain ça continue, alors qu'il n'y aura plus les soutiens des banques centrales, évidemment ça ira très mal. On en reparlera dans une prochaine chronique justement sur les programmes des candidats et leur impact, mais pour l'instant c'est clair que ça va générer une augmentation encore des taux d'intérêt, donc ça va évidemment casser notre activité. Donc bon, soyons prudents, espérons que peut-être nos candidats, entre guillemets, vont se réveiller et vont prendre enfin des bonnes mesures, parce qu'on attend ça depuis des années, ça n'arrive malheureusement toujours pas. En tout cas, on est là pour ça, on est là pour dire la vérité. Merci beaucoup, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.